Bien, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour ce deuxième débat. Quelle appréciation des besoins de formation initiale des professionnels de santé? Et le président Arnaud en a parlé tout à l'heure, notamment sur les médecins qui n'exercent pas forcément là où ils ont appris et ce qu'ils font aujourd'hui. Donc on va en parler évidemment. Avec nous, je vais commencer par Madame, vous êtes seule personne féminine, mais au moins je vais commencer par vous. Laurence Compagnon, le Collège national des généralistes enseignants. Guillaume Bailly, vous êtes le président de l'ISNI, Intersyndicale nationale des internes. Serge Usan, qui est avec nous, chargé de mission auprès du CNOM. Emmanuel Touzé, qui est ici, veuillez m'excuser, président de l'ONDPS, c'est l'Observatoire national des démographies et des prévisions de professions de santé. Benoît Weber, vous êtes président de la conférence des doyens. Et Guillaume Chevillard, géographe chargé de recherche à l'IRDES. Merci également d'être avec nous. Stéphane Oustric, conseiller national du CNOM, délégué général des données de santé et des santé numériques. Stéphane Oustric, on va démarrer avec vous si vous le voulez bien. Comme tout à l'heure, vous avez cette charge de poser un petit peu le débat et de nous orienter un petit peu sur les angles d'attaque pour notre débat. Merci Michael, bonjour à tout le monde. Je ne vais pas parler beaucoup, ça va changer. Voilà, tu vois, j'ai déjà entendu les bruits et les chuchotements. L'écho est déjà là. Non, la table est prestigieuse, donc je pense qu'il faut vraiment les écouter. Les éléments, c'est l'appréciation des besoins de formation initiale des professionnels de santé, tout professionnel de santé, mais bien sûr les médecins aussi. C'est l'avenir. Donc l'avenir, c'est intéressant parce que la jeune génération est là, mais elle est bien sûr encadrée par nos doyens et nos formateurs. Et c'est à ce titre-là que, bien évidemment, l'ensemble des participants, je pense, vont répondre. Alors, on aura, je pense, plusieurs temps. Ce qui est la réalité des réformes actuelles qui ont été mises en place et qui doivent quand même aussi arriver réellement et pleinement dans leur stratégie d'efficacité pour former 44 spécialités médicales, notamment dans les meilleures conditions de qualité, sécurité, de soins tels que nous les concevons en France, mais aussi prévoir ce qui va arriver. On a eu l'autre jour d'ailleurs une très belle table sur le think tank que l'on anime au Conseil national sur l'intelligence artificielle, sur quel type de futurs professionnels devons-nous aurons-nous dans les années à venir avec la place de l'intelligence artificielle et de l'irruption du numérique, de l'évolution enfin attendue et souhaitée et vraiment attendue sur les patients partenaires dans le cadre de nos exercices. Donc voilà un peu les éléments que l'on va un peu préfigurer. Redire quand même ce qu'est la réalité d'existe aujourd'hui, parce que là encore, on a entendu certaines interventions ce matin, tout n'est pas à jeter avec l'eau du bain. Il y a d'excellentes choses, il y a d'excellentes réformes. On prépare bien les professionnels pour certains enjeux. Il y a des problématiques de chiffres et de démographie, on y reviendra, je pense, là aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir dans l'avenir et avec des évolutions possibles à travers toutes les formations en santé, toutes les carrières des futurs professionnels de santé, et pas exclusivement les médecins, on l'a vu, puisqu'aujourd'hui, c'est la pluriprofessionnalité et c'est la stratégie autour d'un parcours de santé et pas uniquement un acte de soins. Voilà, donc je vous laisse, Michael, avec l'ensemble de nos invités. Et on se retrouve pendant le débat. N'hésitez pas, comme tout à l'heure, à demander la parole. Les micros circuleront très vite pour que vous puissiez évidemment interagir. Benoît Weber, si vous me permettez, je vais commencer avec vous. Stéphane Oustric en parlait à l'instant, mais pour faire face aux nouveaux besoins de santé, parce qu'on a quand même des nouveaux besoins qui sont apparus, est-ce qu'il faut modifier notre vision de la formation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, selon vous? Vous avez un micro. Merci pour cette question. Merci de m'avoir convié à ce débat. Échanger est une façon de construire l'avenir, donc il faut s'y atteler. On est dans un monde qui bouge. Et bien sûr, on doit adapter nos formations aux enjeux de demain, enjeux démographiques, enjeux de qualité, enjeux d'adaptation de notre système aux besoins des Français en termes de santé. Alors, vous le savez très certainement, la médecine a fait face à 3 réformes importantes ces dernières années. Médecine en termes de formation,
une réforme du premier cycle, de l'accès aux études, une réforme du deuxième cycle et une réforme du troisième cycle. Je ne suis pas sûr que tout soit fini et il est clair qu'il faudra qu'on relise nos process, c'est d'ailleurs en cours, pour optimiser, améliorer ces réformes. En 3 mots, la réforme d'accès aux études a pour objectif d'éviter ce que j'appelle l'effet cul-de-sac de l'ancien système, de la PACES, c'est-à-dire d'avoir des très bons étudiants qui, au bout de 2 ans, n'ont rien. Et donc cette marche en avant est un objectif fort de cette réforme. Elle est réussie, hein, les étudiants s'inscrivent en licence et ont un parcours à l'université, et puis peuvent, 2 fois de suite pendant leurs 3 années de licence, tenter un accès aux formations en santé. Elle avait pour objectif de diversifier les profils de nos médecins, de nos professionnels. Là, le bilan est encore à faire. Je ne sais pas si c'est un succès. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'elle est complexe en termes de lisibilité extérieure et qu'il faut donc indiscutablement la relire pour lui donner une meilleure lisibilité, une meilleure visibilité pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans ces études. C'est quelque chose que j'ai convenu avec Madame Retailleau et qui devrait se faire dans les mois qui viennent. Pour ce qui est de la réforme du deuxième cycle, elle est pédagogiquement très, très solide. Elle a pour objectif de sanctuariser des compétences considérées comme essentielles pour rentrer en troisième cycle, pour être interne. Les modifications faites et qui ont été appliquées cette année ont montré leur efficacité. Nous avons eu des étudiants qui ont passé les EDN en octobre, ceux qui n'avaient pas le niveau suffisant aux items dits de rang A ont été amenés à repasser une épreuve de rattrapage au mois de janvier. Et pour moi, il y a 3 leçons à tirer de cela. Premier, c'est que nos jeunes, ils ont des ressources. Ils en ont sous le pied. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. C'est-à-dire que 12% n'avaient pas la note qui convenait. Et finalement, en 3 mois, ils ont été capables de faire l'effort de formation nécessaire pour massivement valider. Et on se retrouve avec un taux d'échec de 3%, qui est probablement un taux d'échec normal dans une année. Il est normal que de temps en temps, un jeune ait besoin d'une année de plus pour parfaire son parcours. Et donc, le message qu'on leur donne, c'est vous avez les connaissances pour être interne. C'est extrêmement structurant. Le troisième message qu'on donne, c'est aux Français, vous allez avoir des internes qui ont des connaissances validées pour être internes. Et donc, je pense que c'est très bien. L'autre trépied de cette réforme, c'est la validation des compétences, qui va se faire sous forme d'évaluation par des mises en situation. Donc là, on défriche un terrain un petit peu inconnu, hein, puisqu'on s'est mis la barre assez haute sur ce qu'on appelle des ECOS, des évaluations, des examens objectifs et structurés, de compétences objectifs et structurés, nationaux. Donc on va faire ça fin mai. C'est un petit peu trop tôt pour savoir si tout va bien se passer, mais on fera tout pour. Ça, vous pouvez compter sur les doyens pour cela. Mais derrière, on aura des jeunes internes qui auront des connaissances et des compétences validées. Et je pense que c'est vraiment pédagogiquement très solide. Et puis la réforme du troisième cycle, qui a un peu plus d'antériorité et qui vient juste de finir son évolution, qui n'est pas finie, mais qui est une dernière évolution, qui est celle de la 4e année de médecine générale, qui est, en tout cas du regard des doyens, une excellente chose, pédagogiquement très solide, très défendue par les enseignants de médecine générale avec raison et avec le soutien des doyens. Il reste des petites choses à travailler ensemble, mais on va y arriver, de façon à ce que cette 4e année soit un succès et permette à nos jeunes d'être plus adaptés à l'exercice de la médecine de demain. Mais c'est une évolution permanente et il nous faut être capable en permanence de faire évoluer la formation pour l'adapter aux besoins de demain. Et puis peut-être un dernier petit mot avant de passer la parole aux autres orateurs de la table ronde, pour dire que le politique, il est dans son rôle quand il prend des décisions. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la table ronde précédente. Évidemment qu'il y a un souci, et on le partage tous, et on discute tous depuis longtemps, il y a un souci d'accès aux soins. Ce n'est pas une donnée nouvelle, mais c'est une donnée qui s'aggrave. Et donc si, collectivement, nous n'apportons pas des réponses satisfaisantes, il est normal que le politique bouge. Il est normal que le politique, qui représente les Français, prenne des décisions.
Le danger de ne pas les éclairer, c'est qu'ils prennent les mauvaises décisions. Et donc moi, j'appelle de mes voeux une concertation qui nous permette collectivement d'apporter des réponses qui, professionnellement, sont valides pour éviter des prises de décision parfois un petit peu surprenantes de l'homme politique qui essaye simplement de répondre à sa mission, qui est que les Français aient un accès aux soins. Alors, je reviendrai évidemment sur tout ce que vous venez de dire sur la formation. Concertation, si on doit échanger avec tout le monde, elle va jusqu'où? Avec qui? Comment? Est-ce que vous avez déjà une idée à amorcer? Ça peut être une idée intéressante à débattre aujourd'hui. La concertation, elle doit être très très large, évidemment, et elle doit avant tout être pluriprofessionnelle. Je pense qu'un des éléments de la réponse passe par la pluriprofessionnalité. Il faut qu'on soit capable, nous les médecins, de travailler avec l'ensemble des professionnels de santé. Alors on l'est déjà, bien sûr, mais il faut qu'on amplifie ce mouvement pour permettre de faciliter l'accès aux soins. C'est une réponse, mais évidemment que les doyens sont en très bonne interface avec l'Ordre, et je remercie notre président de l'Ordre d'avoir facilité ce dialogue. Mais l'Ordre a évidemment son rôle à jouer pour être un partenaire dans ces débats. Emmanuel Touzé, quand vous avez entendu cette perche quelque part, cette main tendue autour de la concertation, et puis tout ce qui a été dit sur les besoins de formation aujourd'hui, quel est votre regard, vous? Oui, en effet, l'ONDPS est bien placé pour ce sujet de concertation. Donc l'ONDPS, ça a été créé il y a une vingtaine d'années. À l'origine, c'était pour mener des travaux de réflexion sur la démographie. Et c'est pas le lieu où on fait de la démographie très précise sur le plan stat, mais sur la réflexion démographique. Et progressivement, ça a évolué vers des missions de planification. Et d'ailleurs, l'ONDPS a été chargé par la loi en 2019 de réforme à un moment de suppression du numerus clausus et la transformation en numerus apertus, de déterminer les besoins de formation pour les 4 professions, médecine, maïeutique, odonto et pharmacie. Et c'est à partir d'un certain nombre de travaux qu'on a menés qu'on a pensé qu'il fallait augmenter le nombre de médecins, ce qui fait que c'est pour ça qu'on est un peu plus de 11 000 médecins qui entrent en formation chaque année maintenant, qu'on a aussi augmenté les chirurgiens dentistes. Mais le constat, on l'avait fait dès 2021, et c'est ce qu'a dit Isabelle Vincent tout à l'heure, c'est qu'on manque de travaux prospectifs sur l'évaluation des besoins. Et les besoins du système, ce n'est pas qu'une question de nombre. Bien sûr, on est dans une situation de pénurie et on est tous convaincus qu'il faut augmenter le nombre. Et puis en plus, comme les médecins ne travaillent plus de la même façon, il en faut sans doute plus qu'avant. Mais c'est aussi quel médecin on veut demain. Comment on assure de couvrir les champs qui sont aujourd'hui pas du tout couverts ou mal couverts. La santé mentale, les soins primaires, on ne peut pas dire qu'ils soient complètement bien couverts. Les champs de la gériatrie. Demain, les champs des soins palliatifs. Ça, c'est peut-être aussi quel profil on veut recruter. Si on a besoin, bien sûr, de médecins ultra pointus, très forts en sciences fondamentales, etc. Mais si on n'est pas capable de recruter des médecins qui ont un autre profil, qui auront peut-être vers plus ces champs de santé, eh bien, on va continuer à avoir des difficultés. Excusez-moi, il y a trop de spécialistes aujourd'hui? Alors non, je ne dis pas qu'il y a trop de spécialistes. Simplement, la médecine, ça devient de plus en plus compliqué. Et même dans une spécialité, eh bien, parfois, on a aussi besoin de surspécialistes. Mais il ne faut pas généraliser ce système, parce que sinon, on n'a que des trucs en silo, où le malade, en fait, il passe d'un spécialiste ou d'un surspécialiste à un autre, et plus personne n'a de vision complète de la prise en charge. Alors, j'ai oublié de le dire en introduction, cette problématique, elle n'est pas franco-française, hein, elle est internationale. Et tous les pays du monde, et notamment aussi en Europe, travaillent sur ces sujets-là et font le même constat qu'il faut qu'on ait vraiment des outils de pilotage. Donc c'est, le nombre, mais aussi quel profil, et derrière, c'est comment on les forme. Parce que si on veut qu'ils répondent aux besoins du système de demain, c'est quel système on veut, est-ce qu'on est capable de projeter le système de santé de demain, et il faut qu'on forme les futurs professionnels
dans le système, enfin, pour qu'ils répondent bien au système. Donc il faut qu'ils soient adaptés au futur système. Si on continue à avoir un système ultra cloisonné dans les CHU, etc., eh bien, ils n'iront jamais exercer dans les territoires, ces étudiants. Donc il faut absolument qu'on régule à la fois pendant la formation, pour qu'ils découvrent bien l'exercice du futur, mais aussi au moment de l'exercice. On en a parlé tout à l'heure. Si, en effet, on produit des médecins qui, à la fin, de toute façon, ne font pas du tout ce pourquoi ils ont été formés, on peut faire de la super planification, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'au derrière, on s'assure qu'on organise le système pour que leur exercice pour lequel ils ont été formés soit possible, qu'on les maintienne aussi dans ce système et qu'on leur permette aussi d'évoluer. Ça a été dit tout à l'heure, c'est que le système ne va pas être figé pendant 50 ans ou 40 ans, donc il faut aussi assurer derrière la formation continue. Donc c'est vraiment une chaîne. S'il y a un maillon qui est défaillant dans la chaîne, la planification, ça ne marche pas. Monsieur Uzan, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que ce besoin d'envoyer des médecins sur le territoire... Je suppose que c'est à propos de la phrase « le système ne va pas être figé pendant 50 ans ». Oui, j'ai commencé mes études il y a 56 ans de médecine. Pour ceux qui aiment les calculs, j'ai commencé tôt, donc ne vous méprenez pas. Et donc, vous m'aviez demandé de réfléchir à quelques points qui, sur 56 ans de parcours, à la fois comme étudiant, puis ensuite j'ai à peu près accumulé tous les chapeaux à plumes qu'on peut imaginer, professeur, doyen, président d'université, etc., ce que j'en pensais. Alors, premièrement, d'abord, j'ai commencé mes études sans numerus clausus du tout. C'est peut-être ça qui m'a permis d'être médecin, d'ailleurs, mais il n'y avait pas de numerus clausus. Et c'est pas ma génération qui a été la plus exempte de problèmes. Donc, je crois que le numerus clausus est une variable, que c'en est une, mais qu'il ne faut pas s'accrocher à ça en disant, quand on aura 16 000, un numerus clausus. J'ai connu 5 000, puis 3 000, 3100 même, et précisément, et puis aujourd'hui 10 ou 12 000, et demain le Premier ministre nous a dit 16 000. 16 000 oui. Pourquoi pas 25 000, mais il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, on se trompe de problème. Les problèmes, selon moi, sont les suivants. La temporalité de la décision qui est totalement inadaptée. Entre décider d'un numerus clausus et son effet et son impact, il y a 15 à 20 ans. Entre décider d'un numerus clausus et la sortie de ceux qui étaient dans le système précédent et qui vont croiser ceux qui rentrent, il y a 30 à 40 ans. Donc la temporalité doit être réfléchie peut-être de façon un peu plus attentive. L'absence réelle de programmation, c'est pas pour dire du mal de l'ONDPS que je dis ça, mais enfin, on n'a pas de programmation. On a des données que fournit l'ONDPS avec ce qu'il y a, mais en sachant qu'en plus, cette programmation est rendue difficile par le fait que les gens ne font pas ce pourquoi ils ont été formés. Et ça, c'est capital. Ça, on va y revenir sur ce point. On fera voilà, donc j'en dis juste un mot. Confondre désert médical numérique et manque d'accès aux soins, c'est une chose, mais on se trompe de vrais problèmes. Enfin, pour la formation, rien ne remplace le vrai patient. La simulation, c'est très bien pour dire jamais la première fois sur un patient. C'est vrai que j'ai fait ma première ponction pleurale, peut-être que j'aurais mieux fait de m'entraîner sur un mannequin avant, je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça qui va remplacer le patient. Ce n'est pas ça qui va remplacer le formateur. Donc, il faut évaluer nos capacités de formation, parce que c'est ça qui est aussi très important. Former des étudiants à un métier et non à une discipline, ça a été un problème. Je reconnais que ma génération on était ou chirurgien ou ceci ou cela, et on avait une formation qui d'ailleurs portait sur une quantité de connaissances largement plus réduite. Entre ce que j'ai appris et ce qu'on essaye d'enseigner aux étudiants, il y a un facteur de 1 à 3 selon moi au moins. Comme on ne peut pas se multiplier, eh bien, le problème, c'est celui du temps médical. Le temps médical est devenu insuffisant parce qu'il y a du temps administratif, du temps de gestion qui est trop important. On a parlé des assistants médicaux, c'est une solution. J'ai eu la chance, en tant que mandarin, de faire une grande partie de ma carrière de chirurgien
avec une secrétaire qui ne bougeait pas d'une virgule d'à côté de moi et qui connaissait la sténodactylo. Bon, je me serais contenté d'un enregistreur, mais ça marchait encore mieux, puisqu'elle corrigeait mes éventuelles fautes d'orthographe. Donc, il y a un point qui me paraît insuffisamment abordé, c'est celui de la stratification des tâches et des compétences. Aujourd'hui, il faut réfléchir en termes d'équipe. On l'a dit plusieurs fois, mais il faut passer aux actes. Peut-être par une formation plus pluriprofessionnelle d'emblée pour former simultanément différentes proportions de soignants. Le patient lui-même doit devenir un acteur de sa santé. J'en ai pour 2 minutes, non, mais les points et on va ça ne, vous savez, passé un certain âge, on a une cohérence, mais qui ne tient pas forcément dans le temps. Donc, le patient lui-même qui devient acteur de sa santé. Alors, j'ai eu la chance de créer, il y a un peu plus de 10 ans, avec Catherine Tourette-Turgis, à Sorbonne Université, l'université des patients. Et nous formons des patients accompagnateurs. C'est devenu aujourd'hui un métier, une véritable profession qui favorise l'employabilité des gens après certaines maladies chroniques. Et ça, il faut absolument le développer. Enfin, il faut développer encore plus. Moi, je dois dire, pour moi, j'ai commencé, y compris ma carrière de doyen, c'était l'hôpital, c'était le temple où on apprenait la pratique de la religion, point à la ligne. Eh bien, ça, c'était tout à fait inadéquat et ça a éloigné nos étudiants de la pratique de ville. On a élargi à la ville et c'est très bien. Il faut élargir à la ville, peut-être au changement de territoire, c'est-à-dire qu'un étudiant qui est à Sorbonne Université, qui passé le 5e, le 6e ou le 13e arrondissement, commence à prendre pratiquement de la quinine en se disant « ça y est, je sors d'une région civilisée », eh bien, il faut absolument bouger ça. Enfin, il faut continuer à développer l'attractivité, mais en s'adaptant aux nouvelles demandes des étudiants en termes de santé, y compris de la leur, ce qui est normal, et en s'adaptant à leur volonté de mode de vie qui soit plus adapté. Je dirais simplement que certaines remarques qui ont guidé ma formation initiale seraient aujourd'hui des motifs de lapidation. J'ai vu un de mes collaborateurs hier qui m'a dit j'ai pas pu venir parce que j'étais malade et m'est revenu en mémoire, pour ceux qui ont fait de la chirurgie, le professeur Lloyd qui un jour a un étudiant qui lui disait hier j'étais malade, lui a dit mon ami, dans la vie il faut choisir médecin ou malade, mais les deux c'est pas possible. Et donc voilà, tout a changé et il faut qu'on change. Et heureusement, la conférence des doyens et mes collègues doyens sont plus jeunes. Ils sourient en me regardant, en se disant il va être temps de le remettre au lit. Mais je crois qu'il faut changer. C'est ça le message. Mais bien sûr, parce que c'est exactement ce que vous venez de dire aujourd'hui. Bon, bien sûr, ça change, mais sur le territoire aussi, il y a des nouveaux besoins qui apparaissent et vous les avez cités, ils sont nombreux. Moi, je voudrais vous entendre, Guillaume Chevillard, vous êtes géographe, chargé de recherche à l'IRDES, parce qu'on vient de parler de cette question des territoires et de faire bouger un petit peu ces nouveaux médecins qui vont aller sur le territoire. Vous avez des chiffres, vous avez des données. Qu'est-ce que ça donne pour vous ? Oui, alors plusieurs choses, mais il y a 2 questions. Il y a la question du bon nombre de médecins informés qui est relativement dur à aborder, on en a un peu parlé, et du bon nombre de médecins totaux. Et puis, comment, via la formation, on peut améliorer la répartition géographique des médecins, toutes spécialités confondues. Rappeler, beaucoup de choses ont été dites, mais peut-être rappeler 2 choses, puisqu'on est dans un monde qui bouge. Il y a les flux de formation en France qui vont alimenter l'offre disponible totale de médecins, mais en plus de ces flux de formation, on est dans un monde ouvert, on en a parlé, on a des médecins qui viennent aussi en France exercer, de diplômes européens ou non européens, qui viennent compenser dans certains territoires, dans certaines spécialités. On a aussi des sorties dont on a parlé ce matin, des médecins qui sont formés, qui arrêtent leurs études, qui font autre chose, qui se reconvertissent. Donc tout ça fait bouger le stock de médecins disponibles et le bon nombre de médecins est aussi à mettre, on en a parlé ce matin, au regard des compétences des autres professionnels de santé. Donc tout ça fait que c'est très dur d'évaluer le bon nombre de médecins à former et à avoir, même si on a des outils. On a parlé de l'ONDPS, il y a aussi les outils de projection de l'adresse qui existent. Sur le versant inégalité territoriale, en France,
il faut le dire, on est en retard sur les politiques de formation qui s'attaqueraient, en retard par rapport à d'autres pays, à la question de la répartition territoriale des médecins. Donc vous avez à l'étranger un certain nombre de pays comme l'Australie, le Canada, les États-Unis qui ont des politiques assez volontaires sur la formation des médecins, soit de recrutement, soit d'exposition aux zones sous-dotées, pour lesquelles en France on est encore un peu en retard, pas que du fait des politiques, on est aussi en retard à cause, on en parlait tout à l'heure, des données. On est incapable à l'heure actuelle de suivre les médecins de l'antan, de suivre leur parcours, de dire ils sont passés ici, qu'est-ce qui a joué sur leur installation, leur maintien, leur mobilité. Donc tout ça fait que c'est très dur. Mais donc on y reviendra un peu peut-être sur les solutions lors de la formation, mais j'en vois quelques. Comment la formation peut contribuer à réduire la répartition, les inégalités territoriales, c'est via le recrutement. Donc on peut réfléchir, comme d'autres pays, à diversifier les profils et l'origine géographique des étudiants. Je pourrais vous parler d'une enquête qu'on a faite là-dessus auprès des étudiants qui ont passé les ECN. C'est évidemment les besoins de formation locaux avec le numerus apportus en premier et deuxième cycle. Au moment ensuite du troisième cycle, on forme un nombre de spécialités par subdivision, mais les étudiants sont ensuite mobiles, ils peuvent s'installer où ils le souhaitent. Et ensuite, second point important, c'est le lieu de stage, ce qu'on appelle l'exposition au territoire dans la littérature. Et donc là, il y a deux leviers qui sont encore un peu sous-exploités en France. Le recrutement plus sélectif, on va dire, avec des profils plus variés, et d'exposer davantage les étudiants aux zones déficitaires. On sait de la littérature étrangère que ce sont deux leviers qui sont des déterminants de l'installation et du maintien dans ces territoires sous-dotés. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Monsieur Touzé, vous voulez prendre la parole et après Madame Compagnon peut-être pour oui, je partage entamer le dialogue. Je partage complètement cette analyse. Alors c'est vrai que les pays cités, ils ont des expériences intéressantes et c'est de ça dont on s'inspire. Je pense que plusieurs doyens ont mis en place des politiques territoriales pour diversifier les lieux de stage. Mais on n'est pas sur les mêmes distances quand même, parce que Australie, États-Unis, là on parle de zones qui sont à 400 ou 500 km. C'est pas tout à fait les mêmes problématiques qu'en intra-régional, où on est plutôt sur parfois une centaine de kilomètres. Je ne dis pas que c'est pas un problème, mais on ne peut pas totalement calquer les expériences, même si elles sont bien sûr intéressantes. Comme sur la répartition, notamment sur le Alors sur la répartition, l'ONDPS a un rôle important aussi, je peux le dire, puisque tout à l'heure on a parlé de concertation. L'ONDPS, c'est un lieu de concertation, on concerte avec les ARS, avec les collectivités, avec tout un tas d'acteurs de l'État, etc., pour essayer de définir à la fois d'adapter les besoins d'entrée en fonction du besoin du territoire. C'est pour ça qu'on a un nombre. Alors ça ne s'appelle plus un numerus clausus, mais enfin c'est un objectif, c'est une sorte de chiffre, mais qui peut être adapté ensuite par région, par subdivision. Et puis on fait le même exercice à l'issue du deuxième cycle, quand les étudiants vont rentrer en troisième cycle. Là aussi, on a une répartition par spécialité et par subdivision, en fonction des besoins des territoires, en fonction de politiques nationales, en fonction d'indicateurs qu'on essaye d'avoir sur, bien sûr, des indicateurs démographiques du territoire, des indicateurs de vieillissement, etc. Donc ça, c'est un travail un peu d'horloger où on essaye de répartir au mieux en fonction des besoins de chaque territoire. Mais avec la limite, qui a été soulignée tout de suite, que de toute façon, l'exercice, à la fin, reste libre. Et donc, on ne peut pas dire que ça ne fait rien, cette répartition, parce que si on n'en avait pas du tout, ce serait bien pire. Elle a quand même un effet. On voit qu'il y a les internes, quand ils sont formés à un endroit, ils ont quand même tendance à y rester. C'est plus de la moitié des internes qui sont formés dans une région, y restent. On est plutôt autour de 70% au niveau national. Mais voilà, il y a toujours effectivement une marge d'incertitude. On revient toujours dans son territoire, c'est un peu ça ce que vous voulez dire également, Guillaume Bailly. Vous représentez l'intersyndicale nationale des internes. Là où on est formé, on revient souvent pour pratiquer. Alors, non seulement on y revient, mais on y reste. C'est-à-dire qu'on discute beaucoup avec Guillaume, et c'est vrai que ça reste quand même le déterminant numéro 1 d'installation. J'ai discuté avec le DG de l'ARS de la région ARA, qui me disait, mais nous, si vous voulez Bourg-en-Bresse, on vous le donne. On vous développe tout ce... Alors, ça éveille quelques attitudes conquérantes. Bourg-en-Bresse est pittoresque, il y a plein de choses, plein d'éléments, on y mange bien, ça inspire quelques mets chez M. Bocuse, mais
la vraie réflexion derrière Bourg-en-Bresse, c'est pas de se dire, vous me donnez Bourg-en-Bresse, on y va. C'est de se dire, il faut former les gens à Bourg-en-Bresse. Les gens iront s'installer, les gens resteront à Bourg-en-Bresse. Il y a plein de gens pour qui aller à Bourg-en-Bresse n'est pas ni une purge, ni une punition, en fait. Enfin, faut se le dire. En revanche, et je m'inscris complètement dans ce qui a été dit, le politique, quel est son intérêt? Il est dans un intérêt électoraliste. Il est là pour satisfaire les gens qui votent pour lui. Et c'est tout à fait normal, il est dans son rôle. Quand on discute avec eux, il est vrai que la coercition, les mesures coercitives sont pour eux l'une des solutions en disant mais qu'est-ce que je fais moi face à Madame Michu qui n'a pas accès à un ophtalmo, à un cardio, à un médecin généraliste? La solution, c'est d'envoyer les gens dans les déserts médicaux. On est de ceux qui pensent que de réelles mesures incitatives sont efficaces. Ça peut fonctionner dès le 3e cycle avec les étudiants, avec les internes que nous sommes, les professionnels de santé en formation, je préfère ce terme. On a la chance de pouvoir, à travers les stages d'internat, de découvrir des territoires, à la fois au niveau des CHU, des CH, mais également en activité libérale. Il faut aller dans cette position-là, il faut aller dans ce sens-là, puisque derrière, c'est un facteur d'installation. Voilà. Donc l'une des solutions à l'accès aux soins, et je pense que Madame Compagnon discutera un peu de l'opportunité de cette 4e année médecine générale, qui, maintenant qu'elle est là, est une chance, qu'il faut saisir comme une opportunité pour développer une formation d'excellence pour les médecins généralistes qui sont des spécialistes, au demeurant, qui s'intéressent à la recherche universitaire, qui s'intéressent à tout un tas d'éléments, qui fait qu'aujourd'hui, il faut valoriser cette profession-là. Et on en discute beaucoup avec le CNGE, on est d'accord, pas d'accord, ça dépend de nos positions. Dans tous les cas, on se rejoint sur un élément qui est primordial. Cette 4e année doit être la chance de mettre la médecine générale en valeur. Justement, Madame Compagnon, est-ce vraiment une chance? Et après, il y a une demande de prise de parole. Monsieur Usan également voulait réagir. N'hésitez pas. Hein. Voilà, monsieur, vous levez les mains. On va évidemment vous faire passer le micro dans un instant. Madame Compagnon. Alors, il y a plein de choses là sur lesquelles j'aurais envie de rebondir par rapport à ce que mes collègues ont proposé. Alors, déjà, je suis complètement d'accord avec l'idée que se former dans un territoire, c'est le meilleur moyen d'avoir envie d'y rester. Et ça fait quand même longtemps au CNGE qu'on œuvre pour l'idée de cette 4e année, dès qu'il y a eu la réforme en fait, du 3e cycle, avec l'idée justement de ce temps long dans un territoire où l'étudiant peut vraiment s'installer, entre guillemets, c'est-à-dire prendre un peu sa place de médecin. Il est en formation, mais voilà, il a la casquette de médecin d'un endroit, d'une patientèle, d'un réseau qui se crée, etc. Donc, il y a eu des expériences, effectivement, dans différents pays. Moi, j'avais des collègues, des amis au Canada qui me disaient, ben voilà, quand tu es à 500 km de Montréal, forcément, pour avoir envie d'aller te former là-bas, enfin de rester là-bas, c'est que tu as été formé là-bas. Donc, avec des idées de délocaliser l'université, en fait. Il y a déjà des idées comme ça de faire, par exemple, des zones en fait, dans les territoires où l'université peut ouvrir des cours dès la première année, dès le premier cycle en fait. Moi je pense en Ile-de-France par exemple dans les fins fonds du 77 ou du 95, on pourrait envisager qu'il y ait des délocalisations des facs pour que les étudiants n'aient pas forcément besoin de venir à la fac intramuros ou tout à côté de Paris et puissent continuer à vivre où ils ont envie de vivre, là où il y a leur famille, là où il y a leur réseau. Donc là, moi, je suis complètement favorable à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en médecine générale, il y a quand même une énorme mise en œuvre de la maîtrise de stage. Donc, on a plus de 12 000 maîtres de stage actuellement en médecine générale ambulatoire. Et donc, les maîtres de stage, il y a une cartographie qui a été réalisée, sont assez bien répartis dans les territoires. Hein. Il y a peu d'endroits où il n'y a pas de maîtres de stage parmi les généralistes installés. Alors bien évidemment, on est loin de la proportion idéale de maîtres de stage parmi les généralistes installés, puisque en gros, on va dire qu'il y a à peu près 55 000 médecins généralistes qui font vraiment de la médecine générale, et il y a un peu plus de 12 000 maîtres de stage, donc ça pourrait vraiment être encore mieux. Mais néanmoins, on peut aller justement permettre aux étudiants, et j'espère que ce sera vraiment ça l'enjeu de la 4e année, c'est de créer des stages qui vont permettre aux étudiants de découvrir les territoires ou de continuer à vivre dans un territoire qu'ils ont choisi pour s'y installer ensuite. Est-ce que je peux continuer ou... Peut-être qu'on prend quelques questions et après on rebondira.
Madame, vous aviez... Oui, bonjour, je suis le docteur Guérou, la vice-présidente du Vaucluse. J'étais très intéressée par votre proposition de formation sur, par exemple, l'oncogériatrie ou des soins palliatifs. Mais est-ce que vous avez pensé à l'attractivité des étudiants pour ces formations, s'ils ont des retombées pratiques plus tard dans leur exercice, puisqu'on sait que ce sont des choses qui sont très chronophages. Donc les former à ça, il faudrait qu'il y ait une adéquation après à leur activité libérale, puisque l'autre jour, je discutais avec un généraliste qui m'a dit qu'il avait pris en charge une personne âgée suite à une découverte de cancer, que ça avait été très chronophage. Donc il faut qu'il y ait cette reconnaissance plus tard pour qu'à mon avis, vous attiriez les jeunes vers ces formations. Est-ce que vous y réfléchissez ? Je pense qu'il y a à la fois les conditions de l'exercice de ces champs de santé qui sont importants. Ben, ça, je dirais que ça ne relève pas forcément des doyens. C'est de l'organisation du système de santé. Mais je pense que si les conditions d'exercice sont confortables et, voilà, et avec un exercice pluriprofessionnel, ça va améliorer l'attractivité pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a peu d'étudiants qui s'orientent vers ces options ou formations transversales qu'on propose. Mais il faut aussi avoir des étudiants qui sont un peu prédisposés à ça au départ. C'est-à-dire qu'ils aient une sensibilité à ces sujets dès qu'ils rentrent dans les études de santé et qui rentrent même dans les études de santé parce qu'ils ont cette projection. Or, aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui sont peut-être un peu moins scientifiques, qui peuvent avoir des difficultés à passer le cap d'entrer en études de santé, alors qu'ils pourraient répondre à ces besoins de santé de demain. Monsieur Uzan, et après Guillaume Chevillard qui voulait s'exprimer. Tout à l'heure, j'ai noté quand même une constante qui est très importante pour tous, c'est que finalement, on a tendance à rester là où on a fait ses études. Et que ça, c'est vraiment un facteur qu'il ne faut plus sortir de notre tête. Et pas là où on a envie de faire des études, mais peut-être que là où on peut faire de bonnes études et éventuellement rester après. Ce qui est tout à fait différent pour les gens de ma génération, hein, très franchement. On passait l'internat de Paris, puis si on ne l'avait pas, on essayait ailleurs. Hein, c'était clair, c'était comme ça. Deuxièmement, il y a un point que vous n'avez pas évoqué, qui est qu'effectivement, dans la répartition des postes d'internes, l'ONDPS a son mot à dire, mais également les ARS pour pourvoir les postes d'internes dans les hôpitaux. Et donc, à la fin, il y a une espèce de cote mal taillée qui tient compte des besoins territoriaux, mais des besoins territoriaux en interne pour faire tourner la boutique dans les hôpitaux. Donc, peut-être qu'il faut réfléchir. Monsieur Touzé, pas vraiment d'accord. Justement, c'est l'argument qu'on ne veut pas entendre. C'est-à-dire que. Ah non, mais c'est celui qui est souvent avancé. C'est celui qui est souvent avancé. Ou en passe de l'être. Donc, je voudrais juste faire une suggestion, parce que c'est important de temps en temps de dire tiens, et si on faisait ça? C'est-à-dire que dans la répartition des postes d'internes, il y ait des nombres incompressibles basés sur une volonté politique territoriale de mettre des internes là où il faut, et ailleurs de dire c'est en fonction du nombre d'internes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le taux d'adéquation, et là, en tant que président de la conférence d'affectation, ça joue. Donc peut-être qu'il y a là un biais sur lequel il faut jouer, et puis c'est une chose. Enfin, un dernier mot pour la dame qui a parlé de l'oncogériatrie. Il s'avère que ma dernière casquette, c'est celle de directeur de l'Institut universitaire de cancérologie de Sorbonne Université. Eh bien, pour former des oncogériatres, on est obligé de les faire changer de discipline pour passer en oncologie. Donc, ils quittent la médecine, parce que la plupart sont des médecins généralistes. C'est une des façons de quitter la médecine générale. Alors, donc, je vois notre président bien-aimé, c'est comme ça qu'il faut dire, sinon on raccourcit sa carrière à l'ordre. Je vois que notre président bien-aimé a l'œil sur moi. Eh bien, c'est comme ça qu'on y arrivera, en mettant de la souplesse et de la possibilité de revenir à un système qui existait, la spécialité et la compétence. Autant dire les choses comme elles sont. Certes. Madame, vous attendez depuis tout à l'heure, je vous en prie. Oui, bonjour. Alors, je fais partie de l'Ordre des médecins de Meuse. J'ai entendu beaucoup de gens avec beaucoup de casquettes. Moi, je suis juste médecin de famille à la campagne. Je suis au bord de l'Argonne et je suis à 1h50 de la faculté de médecine de Nancy. Ça fait 5 ans que je suis maître de stage pour des SASPAS et des 7e années. Et nous n'avons jamais d'étudiants. J'ai eu 2 SASPAS en 5 ans et 4 internes en 7e année. Ils sont pourtant
valorisés par l'ARS, avec des aides au déplacement ou à l'hébergement. Nous avons une maison de santé pluridisciplinaire, je suis en CISA, j'ai une casquette PMI. Tout ça pour dire qu'ils peuvent être hébergés, ils ont un espace de qualité pour l'enseignement avec un bureau dédié que nous payons mois après mois, qui reste vide. Nous, notre problème principal, c'est l'inadéquation, puisque systématiquement, nous sommes le poste vacant au fond de la Meuse. Nous avons demandé à être attachés à la faculté de Reims pour essayer d'être un petit peu plus près d'un pôle d'attraction, puisque la faculté de Reims est à 50 minutes, mais nous sommes bloqués et le dossier reste là pour des causes administratives. Donc j'aurais voulu peut-être une réflexion sur quelque chose d'interrégional et peut-être aussi, il me semble que dans les textes, le SASPAS devait être dédié aux zones sous-dotées en priorité, ce qui n'est jamais le cas du fait de cette inadéquation. Ça n'est jamais le cas et je n'ai jamais d'étudiants en hiver à cause des distances et de la route et de la nuit et ils ont peur des loups, je ne sais pas. Voilà. Non, merci. On passe de la théorie à des cas totalement concrets. Donc là-dessus, je voudrais vous entendre, peut-être Madame Compagnon, et on va faire un tour de table, Guillaume Chevillard. Alors ça, effectivement, la difficulté, c'est d'arriver à satisfaire les étudiants qui, eux, hurlent si on touche à l'inadéquation. Et le problème du nombre de maîtres de stage, d'abord, qui n'est pas si simple à atteindre. Donc je suis contente pour Nancy qu'ils en aient tellement qu'ils puissent ne pas avoir besoin de vous. Pour moi, c'est indispensable de faire une adéquation pour les stages ambulatoires parce que justement, ils sont tellement à la limite à chaque fois d'avoir le bon nombre pour le bon nombre d'internes. Je sais qu'en Ile-de-France, on essaye vraiment qu'il y ait un nombre de stages prévus. Ils passent en ça se passe, et puis le stage d'après, il passe en santé de la femme, et puis c'est comme ça. Alors voilà, mais le problème c'est ça, c'est que l'inadéquation dans les stages hospitaliers où il y a un grand nombre d'internes par stage, etc., ça va, mais quand nous c'est un maître de stage, un interne qui a, comme vous dites, prévu son bureau, payé le secrétariat qui va avec le bureau, etc., et que ce semestre il n'y a personne, ça rend les choses très difficiles pour les gens qui s'investissent, alors qu'on a besoin de gens comme vous justement qui permettent à des jeunes d'aller plus loin qu'à côté de la fac, quoi. Guillaume Chevillard. Oui, j'en profite pour vous répondre et rebondir sur ce qu'a dit M. Touzé sur les prédispositions des étudiants. Il y a des choses. Alors, en France, on avance doucement. Je vous en parlais un peu plus d'une enquête qu'on a fait avec une collègue, mais 2 éléments de contexte. Ça ne sert à rien de se dire des étudiants urbains, on va leur faire un stage en zone rurale, ils vont s'y installer. Non, parce qu'en fait, ils souhaitent s'installer en zone urbaine. En revanche, le pool d'étudiants potentiellement intéressés par l'exercice en zone rurale, c'est sur cela qu'il faut capitaliser. Donc là, on a des études de cohorte en Australie, par exemple, qui montrent ce que je vous ai dit. Pas d'effet d'un stage en zone rurale chez ceux qui souhaitent s'installer en zone urbaine, mais super effet pour ceux qui ont le souhait de s'installer en zone rurale. Pourquoi je vous parle de ça et de ce pool? Comment on pourrait augmenter ce pool d'étudiants potentiellement intéressés par les zones rurales? On a fait une enquête dans le cadre d'un projet de recherche MEDSP qui est piloté par Magali Dumonté. On a fait passer un questionnaire auprès des étudiants juste avant les ECN en 2022, en 2023, et puis cette année avant les EDN et les ECOS, donc grâce au CNG et puis aux doyens des facultés. Et on a posé plein de questions aux étudiants. Et nous, ce qui nous intéresse, en tout cas moi en particulier dans ce projet, c'est le lien entre d'où ils viennent, ce que faisaient leurs parents et où est-ce qu'ils souhaitent s'installer. Donc, premier enseignement, c'est que déjà, il y a quand même un pool d'étudiants qui vient de zones rurales et qui est intéressé par l'exercice rural qui est quand même assez conséquent. Donc, il faut capitaliser dessus. C'est de l'ordre de 20% à peu près des étudiants en médecine générale, c'est moins dans les autres spécialités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui rejoint ce que nous dit la littérature, mais qui est nouveau en France, puisqu'on ne l'avait jamais identifié, c'est qu'il y a un lien très fort entre l'origine et le souhait d'exercice en zone rurale. Ça, vraiment, il y a une augmentation de 20 points de probabilité de souhaiter s'installer quand on vient de zone rurale, comparé à un étudiant similaire qui vient de zone urbaine. Donc il y a vraiment un levier supplémentaire, mais la question c'est comment on augmente ce pool d'étudiants ruraux sans nuire à la formation, comment on facilite l'accès aux études médicales pour les étudiants des zones ruraux. Donc on a parlé d'antennes délocalisées, de choses comme ça, mais il faut vraiment capitaliser sur ces étudiants-là. Alors on va prendre 2 questions et on va venir vers vous pour les réponses. Monsieur, et je crois qu'il y avait monsieur aussi. Oui, Philippe Paganelli, vice-président de l'Indre-et-Loire. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on a évalué quelque part la capacité des facultés de médecine à former des médecins? Vu l'ouverture du numerus apertus, moi j'ai l'expérience de 1968,
Donc je suis passé après, je suis passé en 70 à l'instauration du numerus clausus, mais en 1968, à la faculté de médecine de Tours, il y a 600 étudiants qui sont passés en deuxième année. Ces étudiants, ils ont fini leurs études en n'ayant jamais fait un stage de chirurgie, un stage de pédiatrie, etc. Donc je veux bien qu'on augmente indéfiniment le nombre, mais est-ce qu'on s'est posé la question? Il y avait des stages, on avait des stages obligatoires en psychiatrie, des stages obligatoires en pédiatrie, des stages obligatoires. Donc si on augmente indéfiniment le nombre, on va former des médecins qui seront mal formés. Je suis désolé. Est-ce que les facultés de médecine ont réfléchi à leur capacité de formation? Est-ce qu'on peut avoir un nombre? Est-ce que monsieur NDPS, qui fait des projections très loin, peut nous dire combien les facultés de médecine peuvent former? Et j'ai des gros doutes sur la formation de ces médecins. Les 600 médecins de Tours sont sortis en ayant fait des stages de biochimie, de biophysique, de médecine scolaire. Voilà, ils n'ont jamais mis les pieds dans un vrai service de médecine. Bon. J'en suis désolé. Alors, on va prendre cette question-là. Monsieur Weber, Monsieur Touzé, parce que vous avez été interpellé. Monsieur Weber, pour commencer. Mon voisin est doyen, lui aussi, hein, donc il se sent très concerné par votre intervention. Non, mais bien sûr, vous avez complètement raison de soulever ce point-là. Les capacités de formation ne sont pas extensibles à merci à partir du moment où on considère qu'on doit, bien sûr, et c'est notre rôle, assurer une qualité de la formation. Je crois qu'il faut souligner que la qualité de la formation en France est bonne, elle est réputée comme telle. C'est toute une histoire de la formation, hein, qui s'est faite depuis la création des CHU en 1958. Et donc, on n'a pas une capacité à moyen constant de former indéfiniment un nombre de médecins croissant. Et comme l'a rappelé Emmanuel, il faut aussi se poser la question de savoir de quel médecin on aura besoin dans 10 à 16 ans, puisque c'est ça le délai de réponse, en termes de modalités d'exercice et puis en termes de nombre, évidemment. Et donc, au jour d'aujourd'hui, pour en avoir discuté avec les collègues doyens, on va dire que l'immense majorité des facs sont pas loin quand même du plafond de verre de la formation à moyen constant. À moyen constant. Et donc, évidemment, j'ai rendez-vous demain avec M. Valtou, la semaine prochaine avec Mme Vautrin, et puis la semaine d'après d'ailleurs avec Mme Retailleau. Et donc, je vais les mettre devant la situation, qui est de dire le Premier ministre a augmenté massivement le nombre d'étudiants à former. Eh bien, il va falloir mettre des moyens en rapport. Si l'État prend cette décision, il faut qu'il assume son choix, selon autant que la pédagogie a beaucoup évolué et qu'on était quand même sur des formations par petits groupes, sur des stages obligatoires en chirurgie, en pédiatrie, en médecine générale, hein, et en médecine d'urgence notamment. Et donc, si on veut maintenir une pédagogie de qualité, on peut parler aussi de la formation par la simulation, qui a fait d'immenses progrès et qui en fera encore énormément avec l'intelligence artificielle. Eh bien, si on veut pouvoir exposer nos étudiants à ces formations un peu en one-to-one, et on a une formation très par compagnonnage, il va falloir que les moyens soient injectés, parce que sinon, effectivement, on risque à terme une dégradation du niveau de formation. Je ne peux que vous rejoindre sur ce point. Monsieur Touzé d'un mot, et après on reprendra les questions. Juste rapidement, dire, bien sûr, c'est dans l'émission aussi de l'ONDPS d'essayer d'évaluer si l'appareil de formation est capable de produire autant de professionnels de santé. Le problème, c'est que là, on n'a pas encore fait le boulot, puisque c'est des choses qu'on devait faire dans les mois qui viennent, de retravailler sur les projections de besoins de médecins. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si 16 000, c'est possible ou pas possible. Bon, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, effectivement, je dirais facultaire, où il y a un parti d'enseignement, et il faut quand même un certain nombre d'universitaires pour des enseignements. Puis il y a en plus les nouvelles modalités pédagogiques qui consomment plus de temps d'enseignants. Après, il y a l'aspect stage. Et on voit bien, Madame, vous l'avez dit, il y a encore des capacités d'accueil en stage en dehors des grandes villes. Mais ça veut dire que chaque médecin, chaque professionnel doit se sentir aussi investi d'une mission, qui n'est pas juste que les choses tombent du ciel et qu'on amène des professionnels sur leur territoire. Il faut que dans chaque territoire, les professionnels se bougent pour encadrer les étudiants, parce qu'on ne pourra pas envoyer des étudiants dans des territoires où ils sont mal encadrés. Donc il faut que chacun ait une responsabilité vis-à-vis de ça. Chacun a finalement une mission de transmission des savoirs
Et donc il faut que chacun se l'approprie. Alors, prochaine question, monsieur, je crois, merci. Oui, docteur Platel du Nord, je m'excuse de reprendre la parole, mais Lille, plus grosse faculté de France, avec une particularité, 2 facultés dans la même ville, la plus grosse et probablement la plus petite, une faculté catholique. Le doyen Weber a brossé les réformes, notamment celles du premier cycle. Moi, je crois qu'il est urgent de réformer cette réforme. L'ordre siège à Lille au Conseil de faculté. Alors, vous l'avez dit, il faut l'évaluer, cette réforme. On sent déjà la tendance. Beaucoup d'étudiants issus de la filière LAS n'iront pas au bout des études. Alors c'est bien d'ouvrir davantage, d'accueillir beaucoup plus d'étudiants dans les facultés, mais il faut surtout faire en sorte que ces étudiants aillent au bout des études. Ça, c'était ma première remarque. La seconde, beaucoup d'étudiants un peu bloqués par l'illisibilité de cette réforme vont se former à l'étranger, notamment en Roumanie, en Espagne. Et jusqu'à présent, la plupart revenaient à la fin du second cycle et faisaient leur 3e cycle en France, qui les disposait à exercer chez nous. Sauf qu'avec la réforme et les nouveaux contrôles des connaissances, les EVC, etc., les EDN qui ont été transformés, eh bien, ce dispositif ne sera plus possible. Et il faut absolument trouver une solution, sinon ces étudiants vont terminer leurs études à l'étranger et probablement certains ne reviendront pas. C'est aussi une vraie question. Et puis, juste une troisième petite chose, une proposition un peu iconoclaste, puisque monsieur le doyen Uzan nous parlait de ses études. Moi, j'ai commencé, je ne vais pas dire que je suis plus jeune, disons que j'ai un peu moins d'expérience que lui. Quand j'ai commencé médecine, alors le numerus clausus était au tréfonds, autour des 3000. Les études, c'était 7 ans. Les études de médecine, c'était 7 ans. Là, on est à 10. On veut davantage d'étudiants et davantage de médecins, et on recule en rajoutant une année d'études supplémentaires, on recule encore la sortie de ces étudiants. Moi, j'ai une proposition. Raccourcissons les études de médecine. Enfin, on est passé de 7 à 10. Alors, je ne dis pas qu'il faille supprimer la 4e, puisqu'à la 4e année, visiblement, supprimons la première année. Sélectionnons les étudiants sur le programme de la seconde année. Bon. Monsieur le Président, et après on fera un petit tour de piste. Merci. Merci pour vos remarques. Évidemment, il faut être capable de répondre à tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a peu d'étudiants qui quittent nos études. En tout cas, sur les dernières années, dans mon expérience à Rouen, très peu d'étudiants ont abandonné. Effectivement, on ne sait pas trop qu'est-ce que donnera les LAS par rapport au PASS en fin de 2e cycle. Ils sont actuellement en 4e année. Il faut encore attendre 2 ans pour le savoir. Effectivement, si ces étudiants-là ne sont pas en capacité de faire un choix positif de leur discipline, ça sera une difficulté. Pour revenir à la réforme d'accès, je vous l'ai dit, je pense aussi qu'il faut la relire. Ça a été convenu avec Madame Retailleau, et donc les choses avancent d'ailleurs, puisque le Conseil d'État nous a demandé de relire un point précis qui est le 2e groupe d'épreuves, c'est-à-dire l'oral. Mais nous sommes à l'attente d'un audit de la Cour des comptes, et les doyens sont en train de réfléchir à faire des propositions, et on va, j'espère, prochainement pouvoir, avec l'enseignement supérieur, faire des propositions avec un objectif clair qui est une meilleure lisibilité de l'accès, qui moi je le reconnais volontiers, est actuellement pas très simple. Voilà. Après, pour les étudiants étrangers, c'est une vraie question quand même. D'abord, moi personnellement, je ne connais pas bien le nombre de ces étudiants qui ne font pas médecine en France et qui vont le faire à l'étranger, notamment dans les pays de l'Est de l'Europe, sans même avoir tenté leur chance en première année. Moi, je n'en connais pas bien le nombre. Je ne sais pas si Emmanuel, tu le connais. C'est pas très clair. Après, ce que je sais simplement, c'est que le niveau de ces étudiants n'est pas le même que le niveau des étudiants formés en France. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé là, cette année, puisque 70 étudiants étrangers, étrangers, c'est pas un mot européen, ont essayé de valider les EDN,
Et seuls 20 ont réussi à valider le niveau de connaissance, de connaissances théoriques, ont eu la note requise aux items de base. Et donc voilà, ça fait un pourcentage d'échecs énorme. Et donc l'objectif, c'est quand même d'injecter dans le système de santé des gens qui sont correctement formés. Et en tout cas, c'est l'objectif qui est partagé par les doyens. Et donc, on peut bien sûr envisager différentes pistes, et ça sera le même débat pour les médecins formés hors Union européenne. Il y en a plein qui travaillent dans nos hôpitaux, ils font beaucoup d'un bon boulot, il faut les aider, mais il faut qu'ils aient une validation de leurs connaissances qui soit vérifiée et qui permette d'assurer une qualité. Alors, Monsieur Touzé, après je vais expliquer un petit peu la démarche pour qu'on parle de soit assez clair sur l'ampleur du phénomène. Il y avait à peu près 400 étudiants européens qui passaient les ECN jusqu'à il y a récemment. Ça a beaucoup, et c'est la moitié seulement, c'était des étudiants qui étaient des Français d'origine. Donc ça fait 200. Donc, et ce flux a en fait beaucoup chuté avant bien même la réforme. Donc je pense qu'on parle de phénomènes pour l'instant assez marginaux. Bien. Il y a beaucoup de demandes de prise de parole dans la salle. Donc ce que je vous propose, on va prendre 2-3 questions d'affilée, et après on fait un petit tour de table parce que certains n'ont pas pu s'exprimer pour pouvoir répondre. Donc monsieur, et après je crois là-bas. Oui. Pisuti, Val d'Oise. Une question, est-ce qu'il y a un moyen, parce que je vois en Ile-de-France, en ce qui concerne en particulier ma spécialité, la rhumatologie, on a un problème avec l'ARS, avec qui on essaye de discuter à l'URPS, concernant l'ouverture des postes d'internes. Et on voit là, en fait, on ne peut pas obtenir d'ouverture suffisante des postes, c'est-à-dire que les postes ouverts ne permettront pas de remplacer le nombre très important de rhumatos qui disparaissent, mais de médecins en général. Alors, première question, est-ce qu'il y a un moyen d'agir là-dessus en contractualisant, je ne sais pas, avec les ARS? Deuxièmement, et ça on en a parlé, c'était peut-être d'ailleurs une réflexion commune avec la première table ronde, Monsieur Attal, le gouvernement nous propose d'ouvrir, alors là, en très très grand, l'Apertus, 16 000, 25 000, mais le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas de former des médecins, le problème, c'est qu'ils s'installent. Puisqu'il y a une grande majorité de ceux qui sont formés et qui terminent leurs études qui ne s'installent pas. On estime le pool, alors peut-être que certains pourront me renseigner de façon plus précise, le pool de médecins remplaçants qui pourrait être destiné à s'installer, qui est en France entre 15 et 20 000. Donc on en revient au discours de ce matin, c'est-à-dire que ce sur quoi il faut agir, ce n'est pas seulement ouvrir les portes de la formation, mais c'est surtout ouvrir les portes de l'attractivité et de l'installation. Bien noté. Prochaine question. Est-ce qu'on peut faire passer un micro, s'il vous plaît? Vous l'avez, pardon. Allez-y, madame. Oui, je reprends la parole très brièvement. Tout d'abord, je m'étonne du discours que j'ai entendu sur la gériatrie et les soins palliatifs. Moi, je suis concours 90, je suis chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Et les gens de ma génération qui ont fait gériatrie ou qui font les soins palliatifs ont effectivement été parfaitement sélectionnés sur des profils scientifiques. Et à mon sens, ça fait d'excellents gériatres et d'excellents médecins de soins palliatifs. Donc je comprends mal pourquoi, en fait, on va essayer de sélectionner des profils autres que des profils scientifiques qui, par contre, vont se retrouver effectivement en grande difficulté en cours d'études de médecine. Parce que là, par contre, on a intérêt à l'avoir, l'esprit scientifique, quand on fait médecine. Donc ça me paraît très curieux. Alors, voilà, c'est quand même une question que je me pose. Parce qu'effectivement, ma génération, on était tous avec un esprit scientifique dans la manière dont on a été sélectionné. Merci. Ça, c'est la première chose. Juste une question aussi. On a actuellement des postes ouverts en clinique privée avec des maîtres de stage qui sont des chirurgiens ou des anesthésistes de clinique privée. Et on voit bien, en particulier en Ile-de-France, qu'on a une frilosité des coordonnateurs de la spécialité pour laisser leurs internes aller dans ces postes. On a des retours d'internes qui voudraient bien y aller, mais qui ont peur des foudres de guerre quand ils vont revenir dans leur service hospitalier. Donc est-ce que là, il n'y a pas une manière aussi de changer un peu les mentalités, puisque, comme on l'a dit, avec l'augmentation du nombre de gens à former, eh bien, ces stages, je pense qu'ils vont devenir effectivement très utiles. Merci. Est-ce qu'il y a une autre demande de parole? Monsieur. Moi, j'ai une question juste simple concernant la formation justement des professionnels et donc du pouvoir attractif qu'on peut avoir, puisque visiblement c'est bien le souci.
Et là, c'est une remarque expérientielle que j'ai, peut-être qu'elle n'est pas adaptable, mais nous, nos étudiants, ils ont peur, et très peur d'une chose, c'est de la fiscalité, de la comptabilité. Or, même s'il y a eu des efforts faits dans la formation, on voit bien qu'ils sont complètement perdus. Et je pense que dans l'installation libérale, quand on commence à leur parler de contrats, d'associations, de sous, de gestion, de ce qui fait notre travail d'entrepreneur au sein d'une entreprise libérale ou associative, parce que je ne vous parle même pas de création, de MSP avec les CISA, les comptables, les compagnies, ça c'est autre chose. Dès qu'on commence à leur parler de ça, c'est un problème. Pourrions-nous inclure dans la formation des médecins réellement des cours de gestion et des comptas ? Ouais. Merci. Monsieur Mourgue, vous vouliez prendre la parole. Oui, c'est simplement une petite précision de démographie. Je vous confirme que les médecins nés en France et diplômés à l'étranger et qui reviennent, on a déjà eu la demande de presse sur ce sujet, ça reste de 3-5% selon les cohortes de spécialité. C'est pas énorme, et ça reste stable. Voilà, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est pour vous dire que nous, ce que nous ne mesurons pas, c'est le nombre de Français qui partent faire des études, parce qu'effectivement, c'est probablement plus modeste que ce à quoi on s'attendait, ce qui pourrait laisser à penser que, les Français faisant leurs études à l'étranger peuvent, dans des proportions non négligeables, les arrêter, ou alors ne pas revenir en France. Voilà, c'est tout. Et ça sera une problématique certainement dans les prochaines années. Non, mais les chiffres, les données, en revanche, elles sont, nous les avons et on pourra vous les communiquer. Alors, on va reprendre dans l'ordre par rapport aux questions qui ont été... le problème des questions des ARS, etc. Est-ce que quelqu'un veut... Monsieur Usan, allez-y. Oui. Alors, non, il n'y a pas vraiment de moyens sur les ARS d'agir. D'ailleurs, le nombre de postes est globalement insuffisant par rapport aux besoins. Alors, c'est pour ça que la première tentation, c'est de dire qu'il faut remplir. Mais c'est vrai que c'est très difficile, ce problème de taux d'adéquation, etc. On ne peut pas laisser des zones en disant il y a déjà suffisamment de telles spécialités, il n'y a pas besoin de mettre d'internes parce que les internes ont malheureusement une autre mission qu'il faut remplir. Le second point, c'est que vous avez, et je crois que c'est vous qui avez souligné, le problème de la qualité de la formation. Et ça, c'est absolument essentiel. Je rappelle que pour les pilotes d'avion, les heures en simulateur ne comptent pas pour changer de compétence. Seules les heures de vol vraies comptent. Autant s'en inspirer pour la médecine. Moi, je continue à être un peu bête et méchant et à comprendre ça. Deuxièmement, il y a eu un progrès énorme, et là, mes collègues doyens ont fait quelque chose d'essentiel, c'est de faire que l'ECN, où on pouvait être classé avec 4 copies voisines de copies blanches, n'existe plus. Il faut même avoir 14 sur 20 pour certaines épreuves, ce qui a été franchi par une majorité d'étudiants et refranchi par ceux qui ont travaillé. Donc c'est un objectif qu'il faut poursuivre, celui de la qualité de la formation. Et puis la région d'origine, juste un mot, pour dire qu'avec mon ami Louis Vogel, qui était maire de Melun, mais qui maintenant est sénateur et a été président de Assas, qui connaît bien donc l'université, il a fait un accès en première et deuxième année de médecine à Melun pour des gens qui habitent plutôt dans des zones un peu décentralisées. Ensuite, il leur a favorisé la suite des études, même s'ils étaient recrutés plutôt à Paris, etc. Donc je pense que là, il y a une piste extrêmement importante, puisqu'on nous dit que les gens ont tendance à retourner de là où ils viennent, surtout si on leur permet d'y revenir. C'est formidable. Guillaume Bailly, j'aimerais bien vous entendre peut-être sur les questions qui ont été posées un petit peu après, notamment les questions d'attractivité, d'installation et de formation. Alors, un élément très factuel et très concret, c'est justement non seulement l'attractivité, et puis comme dit beaucoup nos directeurs hospitaliers, la fidélisation d'ailleurs des professionnels de santé, que ce soit en exercice libéral, en exercice salarié, en exercice hospitalier. La question fondamentale, c'est, moi je suis un porteur de diagnostic, et on m'a élu pour interroger les internes que je représente, et j'essaie de voir un peu ce à quoi ils aspirent. Donc les jeunes externes, les jeunes internes, qu'est-ce qu'il y a à présent
les force à se poser des questions comme doit-on comptabiliser le temps horaire passé à faire de la médecine ou pas? Je pense que c'est une question qui ne se posait pas auparavant. Maintenant, ils sont extrêmement nombreux à se la poser, cette question-là. À mon sens, il y a deux urgences, et ça a été un petit peu dit tout à l'heure, sur le décompte du temps de travail, qui est un facteur d'attractivité, puisque l'enquête MEDSP volet 1 montrait que c'était le premier facteur de déterminant, non le deuxième, pardon, des choix aux EDN, des spécialités. Donc une spécialité qui a un temps de travail contrôlé, et puis également en termes de garde. Le message derrière, c'est pas de se dire on veut travailler 35 heures, 48 heures. Je pense qu'on a tous le même virus du travail, et ce depuis la première année de médecine, on est des bosseurs les médecins. Ça, je veux que tout le monde l'entende, je veux que les pouvoirs publics l'entendent, je veux que la CNAM l'entende. Nous sommes des bosseurs nés, nous aimons ça. Nous portons ça, nous avons cette vocation, elle n'a pas disparu, et les jeunes veulent la porter. Les jeunes vont bien, les jeunes ont du dynamisme et des idées. Ça, c'est un message que je voulais faire passer. Le temps de travail, le gros souci, il y a deux urgences à mon sens. C'est le chirurgien qui va faire 100-110 heures par semaine et qui, au bout de ces 110 heures, est en train d'opérer. Donc, un risque pour lui, pour le patient, tout ça. Ça, c'est l'urgence numéro 1. Et puis, la deuxième urgence qui a été montrée et mise en exergue par l'enquête nationale que nous avons portée avec les 3 autres syndicats nationaux, c'est le 41%. 41% du temps qui est alloué à des tâches extra-médicales, le fameux administratif. Et c'est ça qui, à petit feu, tue notre profession, dégoûte les gens de s'y installer. Alors, il y a une transition qui est, à mon sens, importante parce qu'on peut porter des problèmes, il faut trouver des solutions. On a prévu parler de l'IA, je ne sais pas si c'est le moment de le faire ou pas. Je voulais juste entendre Mme Compagnon sur justement les questions de comptabilité, la troisième, et on va venir sur l'IA dans un instant. Donc je vous parlerai de l'IA juste après. C'était un peu de suspense. C'était un peu de teasing. Voilà. Madame Compagnon, sur la dernière question qui a été posée... Oui, parce que effectivement, c'est une demande des étudiants depuis longtemps d'avoir une formation plus tranquillisante, en fait, on va dire, sur les aspects comptables ou fiscaux de l'exercice libéral, mais pas que. C'est-à-dire le fait même de vivre la médecine générale sur un temps long, comme je disais tout à l'heure, en 4e année, va leur permettre justement de se former en dehors même des cours, parce que les cours, en fait... il n'y en aurait jamais assez si on écoutait les étudiants en termes de... Il nous faudrait encore des cours. En fait, l'idée, c'est de vivre la situation et de réfléchir à ce que j'ai besoin de me former pour pouvoir répondre à mes besoins de formation. Quand ils sont pendant les 3 premières années, en fait, ils ne sont pas suffisamment en situation de gérer justement, je ne sais pas moi, comment je vais faire pour avoir une secrétaire, comment je vais faire pour avoir un comptable, etc. Ils sont encore dans des apprentissages cliniques. Et en fait, justement, l'apprentissage du professionnalisme va se faire surtout pour nous durant cette 4e année. Et il est prévu, ça fait partie de la maquette justement, qui est des séminaires de formation à la fiscalité et la comptabilité. Monsieur Weber. Juste pour venir compléter ce qui a été dit, donc l'internat est bien structuré maintenant avec 3 phases. La phase socle, on découvre la spécialité, on s'assure qu'on est bien orienté. La phase d'approfondissement, qui est l'internat classique où on apprend sa discipline. Et la phase de consolidation, dont on vient de parler, et qui est celle de l'apprentissage de la responsabilité dans sa discipline. Et donc c'est là où il faut que les internes aillent dans le fond de l'exercice médical, et éventuellement, bien sûr, si c'est ce qui est, si la discipline s'y prête ou si c'est leur souhait d'installation, la vision de fonctionnement d'un cabinet libéral. Et donc c'est prévu en fait, c'est prévu. Et juste pour répondre à Madame sur le profil des étudiants, il faut la médecine est une science non exacte, mais c'est une science. Je partage ça avec vous, et on a besoin de profils scientifiques. Le problème, c'est qu'actuellement, ou on va dire il y a quelques années, on recrutait un profil type d'étudiant que j'appelle Bac S, mention très bien, issu du lycée de la grande ville. Parce que c'est ceux qui étaient le mieux, les plus performants pour réussir la PACES. Et le problème, c'est que c'est monolithique. Ces jeunes, ils vont se réinstaller dans la grande ville. Et donc l'idée, c'est pas de ne pas avoir des scientifiques, c'est d'aller chercher des profils scientifiques partout, y compris dans les territoires, parce qu'il y en a forcément. Et donc de façon à diversifier la provenance de nos étudiants. Mais le message il nous faut des scientifiques, une démarche scientifique, oui, bien sûr, on n'y change pas. Alors, il nous reste 3-4 minutes
pour vraiment respecter les temps. Madame, vous voulez... Je voulais juste poser une petite question complémentaire qui rejoint Julie Chastan. Donc, je suis médecin généraliste dans le centre de santé. Et un des éléments sur lesquels je trouve les étudiants et ma discipline, en fait, on est insuffisamment formés, c'est la santé publique et la prévention. Et ça rejoint complètement le champ précédent. C'est-à-dire que si on veut appréhender ce champ-là, il faut probablement que les universitaires fassent partie de ce champ. Je n'ai aucun, dans les amphis, quand je fais cours aujourd'hui aux externes, je n'ai pas un médecin de PMI, je n'ai pas un médecin de santé publique aujourd'hui, et je ne sais pas, c'est une question que je voudrais poser aux doyens, est-ce qu'une carrière universitaire demain serait possible pour des médecins de prévention, et est-ce que ça fait partie des enjeux de la formation de demain, est-ce que c'est pensé réellement? Alors, en 2 mots, monsieur le doyen, avant d'entamer vraiment la conclusion. En 2 mots, vous avez raison, on a des immenses progrès à faire dans tout ce champ de la prévention. Actuellement, la discipline qui est parce que pour faire une carrière universitaire, il faut une discipline. C'est l'épidémiologie. Hein, et donc, c'est dans cette discipline-là qu'on espère trouver les ressources. Mais pour l'instant, je suis d'accord que c'est pas très lisible. Et puis c'est vrai que c'est pas... Non, mais pour une carrière, mais après, c'est un sujet qui est partagé avec les disciplines. Je pense que dans n'importe quelle discipline qui serait proche de ces problématiques de prévention, il peut y avoir des spécialistes qui s'orientent plus vers ces domaines-là, en fait, et qui accompagnent les politiques territoriales. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut donner plus de poids universitaire à ces champs-là. Alors, ce n'est pas forcément d'ailleurs sur des fonctions de titulaire universitaire, mais on peut donner des fonctions de professeur associé ou maître de conférence associé ou de chargé d'enseignement pour des personnes qui seraient impliquées dans ces champs-là et qui rendraient service à l'université et à la faculté, en effet. Alors, je ne vais pas conclure sans donner la parole à Guillaume Maïs sur notamment l'importance de l'IA. Il nous reste vraiment 2 minutes, je vous en prie. C'est important de poser ce débat. Très rapidement, c'est hyper important parce qu'on a une vague qui nous arrive dessus et il faut prendre la bonne planche de surf pour y aller. Sinon, on va se le prendre de plein fouet. Ça interroge énormément d'éléments. On sort d'un week-end de réflexion avec les élèves directeurs d'hôpitaux et ça fait partie de nos axes de réflexion pour l'hôpital de demain. C'est hyper important. L'IA comme outil qu'il faut maîtriser. Alors, l'IA, ce qui est hyper important, c'est que ça n'est pas le médecin de demain. L'IA, c'est un peu le super stéthoscope, c'est mon cœur de cardiologue qui part, c'est une espèce de super sonde d'échographie, mais je parle sous le contrôle de professeurs universitaires. On m'a toujours dit, on trouve ce qu'on cherche. Donc finalement, l'IA, il faut lui poser les bonnes questions, il faut revenir à l'essentiel, la sémiologie, les connaissances fondamentales, qui fait que quand je vais vouloir porter mon diagnostic, je vais interroger correctement mon intelligence artificielle. Pire, si je ne maîtrise pas mon IA, que se passe-t-il? Mon IA va me donner une réponse, va me donner un élément, et si je n'ai pas l'esprit critique, l'esprit humain, le contrôle humain, je peux rentrer, foncer dans le mur. Je vous donne un exemple ultra concret. J'étais l'autre jour en garde, en USIC, en soins intensifs de cardiologie. J'étais avec un de mes chefs, et puis on s'amusait d'un diagnostic un peu difficile, et puis on interroge le fameux chat GPT que vous avez peut-être tous utilisé dans cette salle, sur le diagnostic et la prise en charge. Et donc ChatGPT nous sort un New England Journal of Medicine, donc vous savez que ça fait partie quand même des gros impact factors de notre littérature, qui n'existait pas. Tout avait été inventé, l'auteur, les co-auteurs, le titre, l'année, le mois de publication. Et c'était un truc qui était très concret. Donc si moi je n'ai pas cet esprit critique et si en tant qu'étudiant on ne m'apprend pas à remettre ça en cause, je fonce dans le mur. C'est hyper inquiétant. Imaginez maintenant le patient. Vous savez, on a tous un peu grincé des dents quand Doctissimo est arrivé en se disant ils vont voir tous leurs symptômes et ils vont arriver avec le médecin avec une idée de leur maladie. Imaginez le patient qui n'a pas même cette connaissance de l'IA qui va se dire tiens, le New England Journal of Medicine, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup utilisé par les médecins. S'il me dit ça, c'est que j'ai peut-être pas besoin d'aller consulter les médecins. C'est autant de risques éthiques, déontologiques sur lesquels il faut s'interroger dès maintenant. Oui. Avant que ça nous arrive dessus. Parce que c'est déjà prégnant, parce qu'on se pose déjà toutes ces questions, parce qu'on identifie les risques et parce que les jeunes veulent se positionner dessus pour exploiter le meilleur, et notamment dans l'allègement des quotidiens des soignants pour faire de la médecine, de la chirurgie, des sciences infirmières, tout ce qu'on veut, mais pas des tâches administratives. Ça vaudra un débat à part entière. Madame, vraiment, oui, très courte. Bonjour, Aude Frappin du quotidien du médecin. On voit ces dernières années qu'il y a de plus en plus de médecins qui se tournent vers la médecine esthétique. Excusez-moi.
comment expliquez-vous que les médecins se détournent de leur formation initiale? Comment on peut l'expliquer et comment le limiter? Stéphane Oustric, peut-être en guise de conclusion de tout ça? Alors surtout pas moi. Mais je pense que le président du Conseil national, François Arnault, donnera des éléments de principe, mais surtout pas moi. Alors, Monsieur le Président... Mais plus tard, vous les donnerez peut-être. Venez à côté de nous, Monsieur le Président, peut-être prendre le micro et en quelques secondes nous donner un petit peu votre appréciation. Pour une fois que Stéphane me donne la parole gentiment. Écoutez, j'avais un peu évité le sujet ce matin parce que ça me semble être un sujet très important, mais quand même pas central dans les problèmes qui ont été évoqués ce matin, on le voit bien. Par contre, nous sommes convaincus qu'il faut assez rapidement, pour ne pas dire en urgence, envisager une réglementation et une régulation de cette activité médicale, qui est de la médecine esthétique, ça s'appelle comme ça. Ce que nous revendiquons d'abord, c'est que cette activité soit faite par des médecins. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas médecins, c'est un exercice illégal de la médecine. Et sur l'année 2023, nous avons eu 123 signalements de personnes qui ont subi des actes de médecine esthétique faits par des non-médecins avec des conséquences dramatiques. Parce que le problème, il est là. C'est les conséquences pour la population. Les malades sont en danger si l'ensemble des institutionnels et du gouvernement n'entrent pas rapidement dans un process de régulation et de réglementation. Alors, nous avons agité ce sujet depuis quelques mois, voire un an, et actuellement, nous sommes dans une double action. Nous sommes rapprochés du professeur Weber et de la conférence des doyens pour avancer en partenariat et en accord avec eux. C'est qu'il nous paraît indiscutable qu'un étudiant en médecine qui sort de ses études où il a appris une spécialité, exemple la médecine générale, il n'est pas souhaitable qu'il se détourne de la médecine générale et qu'il aille d'emblée vers la médecine esthétique. Et c'est ce qui se passe dans certaines villes où une majorité, je ne donne pas de chiffres exprès, une majorité d'étudiants en médecine, de médecine générale, ne rentrent pas dans le soin de médecine générale, mais se détournent vers la médecine esthétique. Les raisons, elles ont été évoquées ce matin. Une injection, c'est dans le quotidien du médecin de ce matin, dans mon interview. Une injection, c'est environ 300 €. Calculez combien il faut faire de G à 26,50 €. Je crois qu'on a quand même s'il y a un certain attrait pour cette activité, je pense que la raison profonde, elle est financière. Et ça, Monsieur le Premier ministre, il doit l'entendre. Alors donc, on a, nous, une action double. C'est premièrement ne pas pouvoir pratiquer cette activité sans une formation. Et là, il y a un DIU qui est en train de se mettre en place avec Créteil, Marseille et Bordeaux, les universités. Et ce DIU est en train de se créer. Il sera opérationnel, je crois, en septembre 2024. Ça, c'est une première chose. Il y a la FST, qui sera portée par les services de médecine et de chirurgie réparatrice et de médecine esthétique, qui doivent la faire vivre. Et ça fait partie aussi des possibilités importantes pour former les gens qui envisagent cette activité. Et puis, il y a tous ceux qui le font déjà, qui ont eu des formations suffisantes ou insuffisantes. Je dis bien suffisantes ou insuffisantes. Et il faudra qu'ils soient évalués. Parce qu'il ne faut pas qu'un praticien qui n'est pas compétent, qui n'a pas fait l'effort de se former de façon scientifique, puisse continuer à pratiquer ces gestes. Et là, la VAE universitaire et ordinale devra agir, et alors ça ne va pas se faire en 8 jours, bien sûr, mais le principe doit être acté et doit être décidé pour évaluer tous ces praticiens, ces médecins qui font déjà de la médecine esthétique sans avoir été évalués. Donc voilà ce que nous proposons. Il y a un projet de loi qui actuellement va apparaître. Il y a un député qui envisage de faire un projet de loi assez rapidement, M. Neuder, je crois. Et donc il faut que nous, l'ordre,
les professionnels de santé, les CNP, et puis la conférence des doyens, évidemment, nous envisagions de réguler et de mettre en place cette formation. Je disais ce matin qu'il fallait que les médecins s'adaptent aux attentes de la société. Or ça, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. C'est la société qui le demande, qui demande à avoir cette médecine esthétique, à bénéficier de gestes de médecine esthétique. C'est la société, c'est les patients qui le réclament. Mais actuellement, l'approche et la réalisation de ces actes ne garantit pas de la qualité, et ça, on ne peut pas fermer les yeux. Quand je dis que c'est la population, c'est toutes les tranches d'âge de la population. Même les adolescents, et surtout les adolescents, commencent à réclamer ces soins. Donc nous avons, nous, une responsabilité collective, c'est de l'organiser, de la réglementer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, Monsieur le Président. Stéphane Oustrik, peut-être pour conclure le débat que nous venons de formuler. Dans l'hypoglycémie nous guettant, voilà. Vous avez vu que pour l'avenir du système de santé, ça passe surtout et avant tout par la formation initiale, certainement de la formation continue, obligatoirement, et de la certification qui ne va pas tarder. Voilà. Tu n'en as pas parlé, c'est très bien. Voilà. Non, mais je crois qu'on a été éclairé. On a aussi cherché à rassurer et à dire des choses sur ce qui se passe réellement aujourd'hui dans nos facultés. Je crois que les facultés sont armées actuellement pour répondre. Elles auront besoin d'évolution et d'adaptation sur des choix politiques, mais c'est normal. Mais à chaque choix, il y aura bien évidemment des moyens qui doivent bien sûr y être alloués. Et dans tous les cas, les jeunes qui vont arriver et partager avec nous ce fabuleux métier sont prêts. Ils sont prêts, ils sont mieux formés. La science a évolué, elle bouge tous les 3 mois, donc c'est normal, ils savent beaucoup plus de choses que ce qu'on nous a appris. Et en tout cas, ils sont prêts, ils sont volontaires, simplement, voilà, ils sont dans la société actuelle et ils veulent bien travailler, exercer leur métier dans des conditions. Donc là où il y a un travail peut-être en suivant, et je ne sais pas si on en parlera, mais c'est surtout l'aménagement de tout ce qui va arriver, aménagement du territoire, aménagement des conditions professionnelles, aménagement de l'organisation entre la graduation, premier, deuxième, troisième recours. Donc, mais je pense que la formation telle qu'elle est aujourd'hui, bien sûr, amenée par nos facultés via les décisions, est une excellente formation. Merci, messieurs, madame. Merci beaucoup d'être venus débattre ce matin. On va se retrouver à partir de 14h. Il est temps peut-être d'aller manger un petit morceau tout de suite.